et bienvenue à tous sur ce plateau de la télé d'e-santé de Castres-Mazamet. Plateau aujourd'hui consacré à l'insuffisance cardiaque avec des expériences pilotes en télésanté pour faciliter la vie des malades et peut-être soigner dès demain d'une autre manière. Vous allez le voir entre autres avec un tout nouvel outil assez révolutionnaire de test à domicile pour des malades atteints de pathologies cardiaques. Et pour en parler à mes côtés, le professeur Patrick Jourdain, cardiologue donc au centre hospitalier René Dubos à Pontoise, Viviane Santor qui est infirmière, coordinatrice chez Aller e-santé, et puis Julien Martel, directeur général France, responsable du développement européen également chez Aller, qui est donc un acteur industriel mondial bien connu de la santé et de la e-santé. Et on va peut-être commencer tout de suite par cette innovation finalement précisément qui est en test en Ile-de-France chez des malades donc, atteints d'insuffisance cardiaque. Et elle recherche, alors le BNP, si j'ai bien compris, c'est pas une banque, ça prend pas des amendes, mais ça peut coûter très cher à l'arrivée, cette histoire-là, professeur Jourdain. Alors c'est ça, c'est-à-dire que la grande innovation, c'est ce marqueur sanguin que vous pouvez doser à votre domicile et qui finalement, quand il est élevé, traduit que votre cœur est en état de défaillance. Quand il est normal, ça veut dire que votre cœur est stabilisé. Donc pour nous, c'est vraiment un outil parfait. Donc c'est un petit marqueur qu'on a dans le sang et habituellement, il fallait aller aux urgences à l'hôpital pour voir si ce marqueur il était bon ou pas bon. Voilà, ou au laboratoire. Et puis surtout, quand on prenait du poids, qu'on était un peu moins bien, on se posait la question, est-ce qu'il faut aller au labo? C'est compliqué. Comment on se déplace? L'insuffisance cardiaque, c'est des patients de 76 ans de moyenne d'âge. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir dans le système mis en place actuellement une expérimentation avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, le centre hospitalier René Dubos, un marqueur chez soi facilement dosable. Alors c'est ce petit boîtier. Alors Viviane Santor, dites-nous comment ça marche ce marqueur, enfin cet appareil qui va détecter notre BNP que l'on peut avoir à domicile. Alors voilà, comme le disait le professeur Jourdain, la vraie innovation c'est que ça peut être fait au domicile. À la base, le patient de 75 ans, fatigué, essoufflé, devait se déplacer au laboratoire, quand bien même peut-être avoir vu son médecin avant pour avoir une prescription pour pouvoir aller au laboratoire faire l'examen. Là, il a ça à son domicile, donc une boîte pas très encombrante, qui se branche sur l'électricité tout simplement, avec des boutons très simples, vert pour démarrer, rouge pour éteindre, comme la plupart des appareils. Voilà. Donc l'idée, c'est que le patient il se pique avec une petite aiguille très sécurisée, le bout du doigt. Une fois qu'il a piqué le bout de son doigt, donc l'appareil le guide. À chaque fois, il y a un écran avec un message qui lui explique ce qu'il doit faire. Il va déposer, si j'ai bien compris, une goutte de sang sur ce petit réceptacle-là en plastique. Voilà, je mets mon doigt, je dépose ma goutte de sang dedans et l'appareil va me demander de rentrer, c'est ça la petite languette? Voilà, tout à fait. Alors d'abord, il rentre la languette, c'est pour ça que je le faisais, mais c'est pas un souci. Voilà, une fois qu'il a rentré la languette, l'appareil l'invite à déposer une goutte de sang. Une fois qu'il s'est piqué, il dépose la goutte de sang, il ferme, il valide. Et 15 minutes après, il a le résultat de son BNP. Julien Martel, d'un point de vue technologique, en quoi il est révolutionnaire cet appareil? Il est révolutionnaire puisque déjà c'est le seul marqueur de BNP en automesure, c'est-à-dire pouvant être fait par le patient lui-même. Donc ça c'est une révolution technologique en soi. Il est aussi communicant, c'est-à-dire que les données de BNP sont disponibles pour le patient, mais peuvent être disponibles également pour les professionnels de santé, dont les cardiologues. Et c'est un appareil donc capable de faire une analyse chimique en fait à domicile. Tout à fait. Si je devais faire un parallèle, c'est comme un glucomètre pour les patients diabétiques. Ouais. Pour un cardiologue, en quoi c'est révolutionnaire un appareil comme celui-ci? Mais c'est révolutionnaire parce qu'on sait que les éléments habituels de suivi du patient, le simple poids par exemple, on sait que dans un cas sur deux, quand il va nous dire attention, le patient se dégrade, ça ne sera pas le cas, ou inversement, quand le patient se dégrade, une fois sur deux, nous dira tout va bien. Et donc l'intérêt de ce marqueur, on le sait, ça a été déjà validé, démontré dans des grandes études internationales, permet de diviser par 4 ce qu'on appelle l'incertitude diagnostique. Et donc pour nous, c'est vraiment l'élément permettant de dire quand il y a quelque chose, il se passe réellement quelque chose, ou quand il n'y a rien, on est tranquille. Donc en test en Ile-de-France, sur un échantillon de combien de personnes? Alors ce qui est très important, c'est qu'on a réussi à monter, avec l'aide de notre partenaire industriel et également avec l'ARS Île-de-France, une véritable étude sur 330 patients. 330 patients. Et c'est 330 patients de la vraie vie, ce n'est pas des moutons à 5 pattes compliqués, des jeunes, très beaux, très intelligents, très formés. Non, c'est les patients de la vraie vie, quel que soit leur âge. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est des patients chez qui on a besoin d'avoir une solution.
Alors ça, c'est vraiment un élément important, c'est une vraie nouveauté, c'est révolutionnaire, c'est un détecteur chimique maintenant à domicile. Il y a d'autres programmes qui sont en test actuellement, en Ile-de-France entre autres, mais pas que, dans le sud de la France également. Il y a un programme qui s'appelle PIMS, il y a d'autres programmes qui s'appellent Cordiva, peu importe les noms, ce qui compte c'est ce que l'on y fait. Et on est en train de suivre les patients, les malades insuffisants cardiaques d'une autre manière. 2 expériences, je vous le disais, qui sont en cours en Ile-de-France, en Midi-Pyrénées, sur des échantillons là aussi très importants de malades pour prouver l'efficacité d'un télésuivi en matière d'insuffisance cardiaque. Les 2 programmes s'appellent Cordiva et OSICAT et je vous propose tout de suite de les découvrir en images. Pour les spécialistes que sont les cardiologues, qu'ils soient hospitaliers ou de ville, la problématique est de répondre à la bonne attente au bon moment sur le bon individu. Le système Cordiva qui permet à un patient tous les jours de pouvoir envoyer un certain nombre de signaux à un plateau d'infirmières spécialement formées pour, qui vont faire le tri entre l'important et l'anecdotique, va permettre au cardiologue de prendre rapidement les bonnes décisions vis-à-vis de ce patient. Je vois que vous avez pris du poids hier, vous avez eu du mal à respirer également. Il y a d'abord le suivi qu'on appelle télémétrique. Donc c'est la surveillance des alertes du poids et des symptômes qui correspondent aux réponses du patient à la boîte et quand il se pèse tous les matins. Et l'autre versant de mon travail à Cordiva, c'est le renforcement à l'éducation thérapeutique du patient. Donc l'accompagner au quotidien dans sa maladie. Non. Est-ce que vos jambes sont plus enflées que d'habitude? Le projet Cordiva amène 2 éléments essentiels. Premièrement, une optimisation de l'éducation thérapeutique grâce à un suivi éducatif qui est enfin réalisé toutes les 3 semaines avec des piqûres de rappel qu'il est très difficile de réaliser sinon en pratique. Et deuxièmement, un télésuivi des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque et en générant des alarmes devrait, je l'espère, permettre une détection des poussées d'insuffisance cardiaque et donc leur prévention par un traitement adéquat, notamment grâce à l'appui des médecins généralistes de France. Est-ce que vos jambes sont plus enflées que d'habitude? Non. Avez-vous eu cette nuit des troubles respiratoires plus forts que la nuit précédente? Pour le médecin généraliste, c'est un moyen de s'assurer de l'observance de son patient par rapport à ses traitements. Il faut savoir qu'un insuffisant cardiaque, il peut avoir jusqu'à 8, 9, 10 produits pharmaceutiques à prendre par jour. Et le médecin, par ce système généraliste, va avoir la possibilité de connaître quasiment au jour le jour les alertes potentielles que peut avoir son patient. Beaucoup de projets sont souvent très lourds et on n'arrive pas à les mener à long terme. Celui-ci, finalement, implique le médecin généraliste, implique le cardiologue libéral, sans lui demander de tâches importantes, si ce n'est d'inclure le patient, de l'orienter vers l'équipe qui va le prendre en charge, et de par la suite le suivre comme il aurait dû le suivre sans cette prise en charge, et peut-être un peu moins souvent si par l'éducation thérapeutique, le patient, par exemple, prend mieux son traitement, suit mieux son régime, ce que nous souhaitons tous. Pour une fois, dans une étude de télémédecine, on ne s'occupe pas seulement de la vision patient ou seulement de la vision soignant, mais on intègre l'ensemble dans la prise de décision. C'est ça qui va être important. C'est finalement non pas uniquement de détecter une décompensation cardiaque, parce qu'on sait que 50% des patients vont avoir des signes dans les 5 jours précédant l'hospitalisation, mais également de pouvoir réagir de façon adaptée, de façon à éviter ces hospitalisations. Pour le professionnel de santé que je suis, je crois que cette prise en charge moderne, non invasive, s'inscrit tout à fait dans une dynamique actuelle qui est celle d'améliorer la qualité de vie des patients grâce à un soutien innovant et technologique. Voilà donc cette expérience de télésuivi des patients d'insuffisance cardiaque qui est menée entre autres par les laboratoires Aller. Viviane Santor, on vous a vu dans ce reportage sur cette plateforme en fait, de réception quelque part des messages d'alerte des patients. J'aimerais bien savoir, après quelques mois maintenant où vous pratiquez cette plateforme-là, qu'est-ce qui a changé dans votre travail d'infirmière? Alors ce qui se voit le plus, c'est qu'il a changé, qu'on voit dans le film, c'est que j'ai un téléphone et plus une seringue. Et je suis en vous civil piquez et plus de manière en sauvage. Voilà.
Donc c'est souvent la première action qu'ont les gens en disant une infirmière sans blouse blanche et sans seringue, est-ce toujours une infirmière? J'ai envie de dire oui, et encore plus que jamais, puisque dans mon rôle infirmier, j'avais le rôle d'appliquer les prescriptions du médecin avec ma seringue, mais j'avais aussi le rôle d'informer mon patient, de l'éduquer sur ses traitements, de l'écouter dans ces moments difficiles par rapport à sa pathologie, et ça malheureusement l'hôpital n'a pas pu me l'offrir. Moi en tant que professionnel de soins, je ne m'y retrouvais pas. Je n'avais pas ce temps à accorder au patient, et là j'avoue que c'est un espace-temps qui m'est donné d'échanger avec mon patient sur sa pathologie, de l'accompagner, d'essayer de faire en sorte qu'il soit plus observant de ses médicaments et de comprendre ce qui se passe dans son corps pour mieux réagir. Est-ce que ça veut dire qu'un patient quelque part va finalement un peu plus se confier à vous parce que quelque part il ne vous voit pas? Vous êtes au téléphone, il y a un aspect confessionnel dans tout ça, plutôt qu'à une infirmière qui sera au chevet de son lit à l'hôpital? Alors, c'est pas ce que je dis, parce que j'étais infirmière au chevet du lit du patient, et c'était très important aussi, un moment T, un moment dans la phase qu'on appelle aiguë de la maladie, de la pathologie, où là, mon premier objectif, c'était de participer à sauver la vie du patient, à améliorer son état physique, et à l'informer tant bien que mal au sujet de ses médicaments, etc. Mais c'est un moment où il n'est pas forcément à l'écoute, puisque son objectif à lui, c'est d'aller mieux. Maintenant, je suis dans la pathologie, la version chronique, si je puis dire, de la maladie du patient. Donc, il est à l'écoute. Déjà, c'est un entretien téléphonique avec un rendez-vous. Donc, le patient, il se rend disponible pour ça. Et vite s'installe une relation de confiance. Et il comprend que c'est un temps dans son mois, puisque c'est approximativement une fois par mois où on les appelle, c'est un temps qui est consacré au questionnement autour de sa maladie, à réfléchir ensemble sur la reconnaissance de ses signes, ce qui se passe en lui et qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ces signes. Ou aménager son alimentation, lui donner des astuces, etc. Ouais, quand il en a assez des régimes sans sel, par exemple, il a besoin des fois d'un petit coup de soutien moral, ça fait du bien. Le régime sans sel, il est reconnu pour être un des régimes les plus difficiles à suivre. Tester une journée, vous verrez. Nous, on a essayé, c'est vrai que c'est pas facile du tout. Donc, être accompagné, écouter, parce que c'est aussi un lieu d'écoute et de conseil. Donc, être accompagné, conseillé, écouter, c'est important pour le patient. Et eux, en général, ils s'y retrouvent, puisque c'est quelque chose qui, jusqu'ici, il n'y a pas trop cet espace-temps-là quand même si dans les établissements de soins, on met en place de plus en plus de temps pour accompagner les gens, c'est pas toujours facilement accessible, et en tout cas pas tous les mois. Professeur Jourdain, pour un cardiologue, même question, qu'est-ce que ça change en fait un projet de ce type avec un télésuivi? Je crois que ce qui est très important, c'est qu'au-delà de l'aide purement technique, c'est-à-dire qu'on sait qu'un patient sur deux insuffisant cardiaque aura des signes cliniques 5 jours avant de passer aux urgences, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer, parce qu'il faut se rappeler qu'un patient insuffisant cardiaque sur 2 est réhospitalisé dans les 6 mois du diagnostic, et en moyenne, il faut voir que ça fait 1 750 000 journées d'hospitalisation par an en France, dont un tiers sont évitables. Donc il y a déjà ce côté technique, peut-être réduction des hospitalisations. Le deuxième élément pour le lien avec justement la partie infirmière, c'est que justement il y a une grande confiance. C'est-à-dire que pour rentrer dans ce projet-là, le patient il a besoin d'avoir confiance en son médecin, que ce soit généraliste, spécialiste, ce n'est pas le problème. Mais surtout après, il faut qu'il y ait un fort lien entre l'infirmière Cordiva et le patient d'un côté, et puis également le thérapeute. C'est-à-dire que c'est véritablement, j'allais dire, un ménage à 3, et qui fait que chacun va en tirer son bénéfice. On va instaurer au départ une éducation du patient qui sera reprise régulièrement, un peu, chaque fois sur le métier on remet l'ouvrage, pour que le patient soit autonomisé et soit réellement acteur de sa santé. Et c'est ça un gros plus, moi, que je trouve dans ces projets de nouvelle génération de télémédecine. On n'est pas dans du suivi d'indicateurs, on est dans de l'autonomisation patient. Vous parlez de ménage à 3, c'est une formule qui est extrêmement juste concernant ce projet-là. Est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant pour le médecin, pour le cardiologue que vous êtes, de ne pas avoir votre patient justement physiquement en face de vous? Vous dites un patient, il a besoin d'avoir confiance dans son médecin. La confiance, ça se fait autour d'une table, dans un cabinet de consultation, pas forcément au téléphone. Est-ce que ce n'est pas frustrant pour vous tout ça? Mais la confiance, c'est toujours bilatéral. C'est-à-dire qu'elle va du patient vers le médecin, du médecin vers le patient. Et quelque part, ce que dit l'éducation thérapeutique, c'est ça. C'est que finalement, notre but n'est pas de garder captif le patient et que nous, on sait et que lui, il ne fait rien. Et il fait ce qu'on lui dit, mais justement qu'on lui montre comment réagir. C'est ça l'élément de plus. Et on sait qu'actuellement, il y a en plus des problématiques de désertification médicale. On sait que l'insuffisance cardiaque est une maladie qui progresse. Il y a de plus en plus de patients. Et donc, au contraire, l'intérêt, c'est de se dire... Finalement, il a son suivi chez lui. Je sais comment il est quand il ne me voit pas, parce que par définition, quand le patient me voit, il est toujours sérieux. Et donc, l'élément clé, ça va être de dire, finalement, il n'y a pas eu d'alerte, je peux être confiant, et par contre, je vais me focaliser chez les patients qui restent instables. Et ça, on sait qu'il y a encore une grosse partie des patients qui ne voient même
jamais de cardiologue. Julien Martel, quel est le réel but pour l'instant de ce test, hein? On est sur de l'expérience clinique pour le coup. C'est quoi? C'est d'apporter un bien-être supplémentaire aux patients, une meilleure qualité de vie, ou bien ça va au-delà? Alors, le but des expérimentations, c'est de prouver que ça apporte ça déjà. On en est persuadé, mais on veut en être persuadé par des résultats cliniques robustes. Et c'est pour ça qu'il y a ces expérimentations, vous l'avez noté, qui sont très grandes en termes de nombre de patients impliqués et qui sont aussi très robustes en termes de méthodologie. Donc déjà, on va essayer de prouver qu'il y a une amélioration pour les patients, une amélioration aussi pour les professionnels de santé, dans la coordination des soins notamment. Et puis un élément qui est clé, c'est l'élément aussi de potentiellement de remboursement et de prouver qu'il y a un modèle économique qui est possible grâce potentiellement à des réductions d'hospitalisation et donc des diminutions de coûts de santé. Ouais, envoyer moins de personnes à l'hôpital, c'est bon pour tout le monde, là aussi, pour le patient, pour le médecin et également pour le système d'assurance santé ou de sécurité sociale. Justement, sur cette expérience, on peut peut-être quand même donner quelques éléments cliniques. On est sur une véritable expérience. Il y a plusieurs groupes sur lesquels vous travaillez. Comment ça se passe, professeur Jourdain? Alors, ce qui était vraiment important, c'est qu'on sait que la télémédecine, c'est quelque chose de magique, mais il faut effectivement qu'on puisse être dans un modèle qui puisse être pérennisable. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans l'expérience du moment, mais dans un système qui permette à nos patients, à l'ensemble de la population, il y a 800 000 insuffisants cardiaques en France, de bénéficier, s'ils en ont besoin, de ce panier de soins utile pour leur santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les patients sont tirés au sort en 3 groupes. Un groupe soins habituel, mais vraiment le top de ce qui doit être fait. Un groupe où il va y avoir un suivi par une balance qui se penche juste sur le courant et qui va poser les questions, comme on l'a vu dans le reportage. Et donc, en cas d'alerte, les patients seront rappelés par l'infirmière qui leur dira « Contactez votre médecin, on reste dans le parcours de soins du malade ». Et c'est ça également un des points forts de ce type d'évaluation. Et puis, le 3e groupe, ça va être la même chose, plus le dosage du BNP à domicile en cas d'urgence. Et ça, c'est un élément clé, c'est-à-dire qu'on compare non pas un, mais 2 modèles de télémédecine. L'idée est de savoir, finalement, comment on va arriver à avoir la meilleure adéquation, coût, service, bénéfice pour le patient et le système. Viviane Santor, effectivement, la communication se fait dans les 2 sens. Quand un malade a un doute, il ne se sent pas bien ou autre chose, il peut vous appeler, bien évidemment, et vous allez répondre à ces questions. Quand vous détectez avec cette fameuse balance qu'on a vue dans le reportage, qui vous pose des questions simples, est-ce que vous avez les jambes enflées, est-ce que vous avez bien dormi, est-ce que vous avez pris du poids, quand vous détectez des signaux un petit peu anormaux, là aussi vous pouvez prendre la main derrière. Alors l'idée c'est que nous on détecte et qu'on prenne la main, qu'on appelle le patient. Donc ça c'est le premier truc. Donc tous les jours, une fois que le patient s'est pesé et répondu aux questions, on a un tableau de bord, donc on suit informatiquement les relevés. Et si on voit qu'il y a quelque chose d'étrange ou qu'il y a une modification dans le poids, alors on a des critères bien précis, mais il y a aussi, on a une première phase d'évaluation, nous les infirmières, on finit par connaître les patients, qu'est-ce qui s'est passé, là il y a eu la Coupe du Monde dernièrement, donc il y a eu beaucoup de chips le soir, donc du coup on appelle le patient et on essaye de voir avec le patient ce qui s'est passé. On essaye de voir également si c'est réajustable au niveau alimentaire ou si c'est vraiment le moment d'aller rencontrer le médecin et dans ce cas-là le médecin traitant de son choix. Voilà, et on envoie un rapport au médecin pour le prévenir de ça. Alors justement, quelles sont vos relations que vous avez avec soit les médecins généralistes des patients, soit des médecins spécialistes comme des cardiologues? Comment tout cela s'insère dans un parcours de soins? Eh bien, plutôt bien, ma foi. Alors concrètement? Concrètement, on envoie un rapport de l'état du patient, donc de son poids, des réponses aux questions sur les 7 derniers jours, au médecin lorsqu'on oriente le patient vers le médecin. Si on ne l'oriente pas et qu'il suffit de réajuster au niveau alimentaire, on n'envoie pas ce rapport-là. Et donc, charge au médecin, lorsque le patient se déplace chez lui, de réajuster les traitements ou non, de voir si réellement il s'agit d'une décompensation de son insuffisance cardiaque ou pas. Après, nous, on n'est pas maître de ça. Ensuite, des fois, les médecins traitants nous appellent pour un peu en savoir plus, savoir ce qui s'est passé, ce que nous a dit le patient, est-ce que selon nous, très régulièrement il fait des écarts de régime ou est-ce qu'il suit bien son traitement médicamenteux. Enfin voilà, il y a un échange qui se fait par téléphone à la demande du médecin. Voilà, en général c'est ça. Après on a des anecdotes un peu plus. Des fois les médecins hospitaliers nous appellent, des choses comme ça, quoi. On est plus on est toujours dans ce ménage à 3 dont vous nous parliez tout à l'heure et dans ce rapport de confiance. On a parlé d'un rapport de confiance entre le patient et son médecin et vice-versa. Mais là on vous demande aussi à vous spécialistes ou médecins généralistes d'avoir un rapport de confiance avec les infirmières. Et c'est pour ça que justement, dès le début du projet, en fait, il y a eu vraiment une formation des infirmières à l'insuffisance cardiaque, à la relation médecin-malade, à la position du soignant. Elles ont fait des stages pratiques. Et donc, quelque part, c'est ça qui est important, c'est vraiment, j'allais dire, des membres de l'équipe.
Et je pense que c'est comme ça que nous, on les voit et qu'on échange. Et pour les patients aussi, c'est-à-dire qu'ils m'expliquent, mes patients, j'ai eu l'infirmière, j'ai discuté, on a fait ça. Et je crois que c'est ça qui est important. Et voyez, pour rebondir sur ce qu'on disait il y a quelques minutes, ce que je crois très très fort dans ce projet, alors bien sûr, on n'a pas encore les résultats, mais c'est que moi, je vois les collègues qui m'appellent, qui demandent à participer au projet pour mettre leurs malades. Je vois des patients qui me demandent à participer. Et je crois que ça, c'est l'élément fort. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on se dit, ben, finalement, ensemble, on peut tous faire de la bonne médecine, de la bonne pratique, qu'on soit patient, qu'on soit paramédical ou médecin. Faire de la bonne médecine, de la bonne pratique, mais d'une autre manière, avec d'autres acteurs, et pas forcément un patient en face de son bureau. Julien Martel, d'un point de vue précis, le calendrier de ces évaluations, aujourd'hui, c'est lequel ? Alors, je parle sous le contrôle de l'investigateur principal pour l'étude. Mais vous avez sa confiance, vous avez bien compris. Je pense que c'est 2000 du ménage à 3. Je crois savoir qu'en termes d'inclusion, on devrait finir les inclusions en fin d'année. Oui. Et comme c'est une étude qui dure à 1 an de suivi des patients, donc on aura certainement des résultats fin 2015, début 2016, si je ne me trompe pas. Alors, question récurrente ici à Cazes, dans cette université d'été de la e-santé, quel est le business model ? Qui paye in fine pour ces patients ? Alors, je peux répondre déjà pour l'étranger, puisqu'on a chez Aller 70 000 patients insuffisants cardiaques qui sont pris en charge par ce type de système dans le monde, principalement aux États-Unis et en Allemagne. Et les payeurs de santé, notamment en Allemagne, sont les mutuelles, par Länder, c'est-à-dire par région. Et elles le font pourquoi ? Parce qu'il y a eu des preuves en Allemagne qu'il y avait une réduction des hospitalisations et une amélioration de la santé des patients. Donc en France, si je fais un parallèle en France, pour l'instant, on va attendre les résultats des expérimentations, puisque nous, on a souhaité construire, on va dire, une stratégie industrielle sur la preuve. Et la preuve irréfutable, donc les études cliniques. Donc on va encore attendre quelques mois avant d'avoir les résultats de ces études. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Puis vous viendrez certainement nous donner les résultats définitifs quand ils sortiront. Merci et à bientôt donc, sur ce plateau de la Télé Santé à Castres. Merci.